c'est un dictateur. Monsieur Sassou Nguesso n'aime pas le Congo. Monsieur Sassou Nguesso, excusez-moi, passez-moi le terme, s'en fout du Congo et des Congolais, monsieur Perrin. C'est nous qui pensons un seul instant. Raison pour laquelle vous me direz, vous m'entendrez rarement prononcer le nom de président de la République. C'est un chef de l'État. Et le Congo, c'est un État voyou. Il a fait du Congo un État voyou. Il a détruit toutes les institutions. Le malheur du Congo, c'est d'avoir croisé le destin du Congo, avoir croisé cet homme. Depuis que le destin du Congo a croisé M. Denis Sassou Nguesso, nous sommes dans la calamité totale. Nous sommes dans une espèce de perspective sombre. L'enfer est devant nous. L'État en tant que tel n'existe pas. L'État se résume à une institution qui est la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est une institution, c'est une espèce de truc pyramidal. Il est tout en haut et il est en train de tirer les ficelles. La première ficelle, il dit, je dois corrompre mes parents. Mes parents, c'est ce qu'il a fait. Par exemple, laquelle il est là depuis 25 ans, bien avant. Et à l'intérieur, il dit, je vais affamer les Congolais. Parce que, souvenez-vous de cet adage, j'affame les Congolais, je détruis l'éducation. C'est penser, hein. Ne pensez pas un seul instant que c'est quelque chose. Non, c'est penser. C'est-à-dire qu'il a lu Machiavel et il a lu tous les grands penseurs qui ont théorisé sur la manière de prendre en otage un peuple et de prendre en otage un pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois en cette nouvelle année 2023, Monsieur Guy Mafimba Motoki, représentant de la Fédération IDC Frocade, composante J3M. Bonjour Guy et merci d'être avec nous sur TLR TV. Tout le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. En tout cas, Monsieur Christian Perrin, j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux renouveler en tout cas, et puis tous les vœux aux internautes, à tous qui nous suivent et tous qui ont été avec nous l'année passée et qui seront avec nous cette année, parce que le combat continue, comme qui dirait, et le combat pour la libération de notre pays. J'ai toujours parlé de la longue marche vers la liberté continue. Voilà. Évidemment, les combats de libération prennent le temps qu'il faut. Alors, nous allons donc commencer par la dernière sortie médiatique de Denis Sassou Nguesso sur Sud Radio. Je présume que vous l'avez suivi, où il est allé raconter sa vie, tout normal, avec ce qu'on connaît de l'homme, un peu de la manipulation, du mensonge, et puis bon, bref. Alors, il parle d'un combat de libération. C'est la première et grande idée qui émane finalement de cet entretien, donc le combat qu'il a mené pour la libération des peuples. Alors que, dans le même temps, il tient tout un peuple, je parle ici du peuple congolais en otage, qu'il dirige d'ailleurs de main de fer depuis pratiquement 40 ans, à qui il a privé les droits et libertés. Quel est selon vous l'intérêt d'une telle communication? Monsieur Christian Perrin, pour nous qui sommes des observateurs assez avertis de la posture de M. Denis Sassou Nguesso, de ses relations avec la France, on n'y revient pas. Nous avons tenté de démontrer ici que M. Denis Sassou Nguesso n'est qu'un pion de la France-Afrique. C'est le dernier des dinosaures. Et qui tient pour lui sa légitimité, c'est Paris. C'est ce que pense la France, c'est ce que pense le blanc, à la rigueur. Et on ne revient pas sur l'émission que nous avons eue. Et là, à travers cette émission, moi, ça vient conforter la thèse qui est la mienne. Lorsqu'il est en difficulté, il doit regarder du côté de ses parents, qu'est-ce que ses parents pensent, ou comment contrer une version ou une attaque, ce qu'il considère comme une attaque. Et en l'occurrence, cette interview intervient au moment où nous avons des révélations fracassantes dans Libération, le quotidien Libération, un quotidien français, pas des moindres, sur la manière dont M. Sassou Nguesso et son clan siphonnent le pétrole congolais, détournent le pétrole congolais à leur fin et surtout a corrompu un certain nombre d'officiels français. Donc pour moi,
cette interview rentre dans le cadre de sa campagne de communication pour contrer, en fait, les publications de Libération. Maintenant, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est de savoir est-ce que cette interview s'est faite avant les publications de Libération ou après. Selon mes analyses… Évidemment, c'est la question que je voulais vous poser parce que là, oui. il a choisi Sud Radio, c'est quand même une grande radio bien écoutée en plus, pour faire une opération, je dirais, de charme, hein, dans tous les cas, Exact. Alors qu'éclatait dans le même temps, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un scandale sur un réseau, donc en fait l'existence d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo, dont son nom est d'ailleurs cité. Et alors, il va faire cette communication. Mais curieusement, c'est comme s'il voulait répondre, mais tout à l'heure on le verra très bien. Mais je pose la question de savoir, est-ce que cela peut être un hasard de calendrier ou c'est fait à dessein et, Non, 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 comme du vous tout. êtes en train… Non, non, ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas un hasard du calendrier. Je pense même que c'est une opération de communication, c'est clair et net, montée par ses derniers soutiens ici en France, parce qu'il a une société de communication qui continue à le suivre. Cet entretien s'est fait, je pense, avant la publication. M. Sassou Nguesso, me semble-t-il, avait eu vent de ces publications de Libération. Croyez-moi, il a encore des amis qui continuent à l'informer. Parce qu'une telle publication, avec de telles révélations, la DGSE au courant, l'Élysée au courant, le Quai d'Orsay au courant. Ça, c'est clair, les renseignements généraux. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il était déjà informé et qu'il avait préparé évidemment cette émission pour court-circuiter l'information. Je suis affirmatif. M. Sassou Nguesso a été informé par ses amis ici qu'il a corrompu dans les milieux de la justice française, dans les milieux de la police et des renseignements généraux de la DGSE française, et qui lui ont fait comprendre que, attention, il va y avoir un vent qui va des publications où vous êtes mis en cause de manière individuelle. Et de là, il met en place un plan de communication à travers Sud Radio, Berkoff. Mais je pense que Berkoff, ce n'est que celui qu'on a pu avoir à la main. Pourquoi? Parce que Berkoff, c'était de la gauche qui est devenu identitaire, qui est devenu un homme dans le giron identitaire français, quasiment la droite de la droite. Et ceux qui connaissent Berkoff savent que c'est un homme assez pertinent et qui cogne, qui est souvent du côté du peuple. Et lorsque vous avez vu le contenu de cet entretien… Évidemment, très surprenant d'ailleurs, cette fois-ci, on a vu un Berkoff, j'allais dire un peu trop passif et qui ne réagissait plus. Mais on avait l'impression qu'ils étaient en train de prendre un pot. Berkoff devait prendre le wole-wole s'il était à Oyo. Et lui, il est là, dans son canapé, en train de parler de sa vie. Mais monsieur Christian Perrin, en même temps, il y a eu, on y reviendra certainement, l'entretien, sinon la page du Figaro. Parce que selon nos informations, le seul ou le dernier journal qui continue à suivre plus ou moins monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est le Figaro. Là, il a encore des amis. Et qu'est-ce qu'on nous ressort? On nous ressort son histoire du président de haut comité pour la crise libyenne. Donc, un plan de com pour tenter de contrer les publications de Libé. Et il tombe sur le frétin, en fait. Aujourd'hui, Berkoff n'a plus la même dimension. Ce n'est pas France Inter, c'est Sud Radio. Et bien entendu, dans cet entretien, si vous écoutez dès le départ, M. Berkoff dit on ne parle pas des affaires, comme par hasard. Et c'est là où je me suis dit, ça s'est fait avant les publications. Il dit on ne parle pas des affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque l'entretien est sorti, lorsque l'entretien a été diffusé, on était déjà en plein dans les publications de Libération. Et donc, la rédaction de Sud Radio s'attendait. Et d'ailleurs, la rédaction de Sud Radio a été inondée de mails, de tweets des Congolais et des Africains pour dire qu'est-ce que vous nous ressentez? Ce monsieur n'a pas qualité pour parler du panafricanisme, de la corruption, de la France-Afrique.
Donc, ça a été, comme on dit, un coup d'épée de l'eau. Mais M. Sassou Nguesso, croyez-moi, a dû sortir encore des millions de dollars. Évidemment, un coup d'épée dans l'eau, il y a un autre thème qu'ils ont abordé, c'est un peu la corruption. Mais alors, lorsqu'ils arrivent au niveau de la corruption, dès que Berkoff a lâché le mot, on a constaté très vite la récupération par Denis Sassou Nguesso qui finalement a procédé par une comparaison d'époque pour dire qu'au beau vieux temps, au Congo, là où il a grandi, dans son village, on laissait les maisons, les portes ouvertes, tu pouvais voyager et rentrer, personne ne pouvait toucher à quoi que ce soit, tu retrouvais en fait tes effets intacts. En fait, à ce niveau, c'est ce que moi j'ai pensé, hein, je peux me tromper. Est-ce que c'était une manière de réagir sur, bien entendu, le scandale révélé par Libé, comme pour dire que ben non, moi j'ai été éduqué dans une société où on ne vole pas, dans une société où on ne prend pas le bien d'autrui, donc tout ce que vous racontez sur le scandale disons, de détournement de l'argent, du pétrole, en tout cas, chercher les coupables ailleurs. Est-ce que ce n'était pas là une réponse un peu déguisée envers Libé? Oui, mais en même temps, c'est aussi un testament. Hein. C'est comme un testament aussi. Parce que, voyez-vous, ce monsieur qui est, Berkoff l'a dit, ça fait 40 ans que vous êtes aux affaires. Et donc, lorsqu'il lui parle de l'histoire de cette histoire de la corruption, il repart sur les considérations, on va dire, les considérations des sages de l'époque, de nos villages, comment ils étaient organisés, ce qui est vrai, parce que moi qui était le, 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 un des compagnons, sinon le conseiller du président Yombi Opango, il n'a jamais, il m'a toujours parlé de cette manière-là, que le vol dans les villages, eux qui ont grandi au village, c'est une honte. C'est-à-dire quand la famille est considérée comme une famille de voleurs, vous êtes banni de la société. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso n'a fait que rappeler ce qui est véritablement authentique dans les villages, dans nos villages et dans nos traditions ancestrales. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il est devenu, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Donc, autant Évidemment, il pardon, a voulu, monsieur Guy Mafimamotoki, oui, pardon. oui, Je vais donc proposer un extrait, évidemment, de cette c'est une déclaration, c'est un discours du général c'était au Joachim cours d'un discours, Opango ouais. qui parlait un peu du vol, où il disait évidemment que à l'époque, évidemment, le vol, quand vous étiez voleur, c'était une honte dans la famille, vous étiez banni par la famille, et curieusement, aujourd'hui, c'est devenu une source d'enrichissement, et c'est quand même incroyable. Alors donc, je propose à nos téléspectateurs de suivre cet extrait, on revient sur le plateau bien après. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité. Alors, monsieur Guy Mafimamoto, alors, vous venez de suivre cet extrait, tout à l'heure, vous nous avez d'ailleurs rappelé que vous étiez conseiller du président Joachim Yombi Opango, parce qu'il a été président aussi de la République du Congo, un ancien président. Vous l'avez suivi là, il parle du vol qui était considéré comme un phénomène de honte pour la famille. Et nous savons qu'au moment où il arrive au pouvoir, avec le comité militaire du parti, on a semblé noter de l'ordre au Congo. Et quand je dis ça, ceux qui ont vécu cette époque savent de quoi je parle. Et là, c'est un président de la République, ou un ancien président de la République, qui rappelle que le vol était un phénomène de honte. Et curieusement, aujourd'hui,
Eh ben voilà, on en a fait une valeur républicaine. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même parmi les mieux informés de ce qui se passe au Congo qui le dit. Et quand Sassou Nguesso parle de son enfance, en faisant allusion bien sûr aux portes qu'on laissait ouvertes et puis bon, personne ne pouvait entrer parce que c'était ça la culture, ce qu'il ne dit pas en revanche, c'est que le vol, le détournement, alors tout ça a pris une proportion incommensurable sous son règne. C'est ce que Denis Sassou Nguesso ne dit pas. La preuve, c'est que dans tous les scandales qu'on nous révèle tous les jours, corruption, vol et autres, ben voilà, chez nous, au Congo, en Afrique, le vol, donc la corruption, c'est le vol, le détournement, c'est le vol, c'est le vol, et même l'escroquerie, c'est le vol. Donc chez nous, on appelle ça le vol. Et donc, tout cela a pris des proportions incommensurables sous M. Denis Sassou Nguesso. Et là, il veut comme un peu se disculper. Et nous avons suivi donc tout à l'heure le général Joachim Yombi Opango qui revient là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'il pointait du doigt lorsqu'il disait ça? C'est l'homme, Denis Sassou Nguesso, un imposteur invétéré, dans la duplicité permanente. Parce que cette séquence du président Yombi Opango perd son âme. Je suis encore ému. Pourquoi? Je me souviens, c'était en 2007, lorsqu'il rentre d'exil. Il commence à tenter comme ça de réorganiser le parti pour notre parti, le RDD. Et c'était au cours, je crois, d'un comité directeur où il a effectivement fait cette allocution-là, où il faisait allusion au vol qui est devenu un mode de gouvernance. Parce que quand il rentre, il constate que les référents de notre pays, ceux qui nous ont laissés, les référents étaient devenus des voleurs. Le mal a pris l'ascendant sur le bien, toutes les valeurs ont été inversées. Ça, c'est pour expliquer le contexte. Mais non, toujours dans le contexte. Les amis du président Sassou Nguesso, du président de M. Denis Sassou Nguesso, les Marien Ngouabi, les Yombi qui sont partis, en fait, c'est cette génération-là, si vous voyez bien, du PCT. Il y avait des débats, mais les débats étaient des débats doctrinaux, c'était sur des questions, des considérations doctrinales. Les questions de gouvernance, le vol et autres, le PCT sous Ngouabi jusqu'à Yombi Opango, ce n'était pas le PCT que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, le PCT sous Sassou Nguesso, lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années, nous sommes partis dans les années 83-85, c'est là où on a commencé à sentir cette dérive du PCT, qui est partie du PCT Marien Ngouabi avec des valeurs, avec des règles véritablement doctrinales, c'est-à-dire de gauche, c'est un PCT qui a dérivé. Et c'est là où est l'imposteur Denis Sassou Nguesso. Parce que le même Sassou Nguesso qui se disait le digne continuateur de l'œuvre de l'alimentaire Marien Ngouabi est devenu l'ami des Français, c'est-à-dire des capitalistes français. Le même Denis Sassou Nguesso qui nous disait qu'il fallait travailler pour... Mais c'est le même Sassou Nguesso qui donnait la possibilité à une classe politique de voler de manière délibérée. Et ça s'est accentué, comme vous avez dit, depuis son arrivée en 97. Parce que le vol est devenu une norme dans notre pays. Le vol étant devenu une norme de notre pays, aujourd'hui, lors de cet entretien, il tente là de donner une image qui n'est pas la sienne. Parce que, comme j'ai dit tantôt, ce monsieur est en permanence dans la duplicité et dans l'imposture. L'imposture ne s'arrête pas seulement au niveau national, même au niveau international. Parce qu'au cours de cet entretien, M. Denis Sassou Nguesso a voulu nous démontrer que c'est un panafricaniste. Donc, c'est un style. Comme il travaille avec des communicants, il fallait contrer les dernières révélations de Libé. Et donc, ils se sont tendus, en fait, avec Berkoff pour s'attarder sur sa vie d'hier, d'aujourd'hui et certainement de demain. Raison pour laquelle je parle tout à l'heure d'opérations de communication pour contrer Libération, mais en même temps, comme un testament. Qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Parce qu'il fait d'ailleurs allusion à son livre
je ne sais pas, la souris, je ne sais quoi, là. C'est ce livre-là où, à l'époque, dans l'opposition contre le président Lissouba, tout ce qu'il critiquait, tout ce qu'il dénonçait dans la gouvernance du président Lissouba, il a fait pire. Et je terminerai en disant ceci. Comme l'histoire est juge implacable, comme l'histoire, la vérité n'a pas de tombe, j'ai souvent tendance de le dire. La séquence qu'on vient d'écouter du président Yombi Opango vient comme une espèce de revanche à titre posthume du président Yombi Opango, lui qui a été chassé du pouvoir, soi-disant pour avoir volé, comme le président Youlou. Ça veut dire quoi? L'histoire rattrape Denis Sassou Nguesso. Et l'histoire va le rattraper jusqu'au bout, parce que ce monsieur a été toujours dans l'imposture. Et en étant dans l'imposture, bien entendu, comme Dieu ne dort pas, voilà aujourd'hui qu'il est livré à la vindicte populaire nationale et internationale comme étant un voleur, un criminel et un homme pour lequel on peut avoir aucune considération, le pire des chefs d'État que notre pays n'a jamais connu. Voilà la vérité. Évidemment, au sujet, bien entendu, des détournements, sinon de vol, bah, écoutez, ça, je crois que les Congolais sont bien informés parce que tout le temps ne parle que de cela. Bon, c'est vrai que Libé vient de mettre sur la place publique encore une autre révélation qui porte sur les détournements de l'argent du pétrole congolais qui est en fait la source principale de l'économie congolaise. Mais on se souvient aussi que dans le même temps, on parle de 14 000 milliards de francs CFA qui ont disparu comme ça. C'est quand même 25 milliards de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. À côté de cela, on nous parle de ces dignitaires, les 6 qui détiennent 5 500 milliards de francs CFA dans leur compte, disons, dans les paradis fiscaux. Alors, il faut quand même qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qui peut expliquer cette boulimie, s'il faut qualifier ça comme ça, une boulimie financière de la part de Denis Sassou Nguesso? Autant d'argent pour faire quoi avec, en fait? Déjà, il faut se poser la question de savoir si M. Denis Sassou Nguesso, c'est un homme d'État. M. Sassou Nguesso, ce n'est pas un homme d'État, c'est un politicien. C'est-à-dire qu'un homme politique, et je l'ai dit un jour, que le malheur du Congo, c'est d'avoir croisé, le destin du Congo, avoir croisé cet homme. Depuis que le destin du Congo a croisé M. Denis Sassou Nguesso, nous sommes dans la calamité totale. Nous sommes dans une espèce de perspective sombre. L'enfer est devant nous. Donc, un homme qui fait de la politique, un sacerdoce ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Un homme d'État ne peut pas faire ce que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Et je le disais tout à l'heure, c'est le pire chef d'État que le Congo ait connu. Mais les faits sont là, monsieur. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, je pense que le malheur est parti de là aussi. Lorsqu'il revient au pouvoir, parce qu'avant Sassou 1, il y avait des contre-pouvoirs. Le PCT était un parti fort avec des contre-pouvoirs qui pouvaient contrer en fait les dérives de M. Denis Sassou Nguesso. Et lorsqu'il revient au pouvoir, dans les conditions dont on sait, en fait, ils ont fait comme une espèce de braquage du pays. Le Congo a été braqué. Et le Sassou s'est dit, le fait que j'ai pris le pouvoir par la force, je vais gérer le Congo comme mon village. Donc, la seule manière pour moi de faire, et là, je rejoins maintenant ce que, je vous rappelle ce qu'a dit un de ses missi dominici, un de ses plus proches conseillers, Jean-Yves Olivier, un Français, comme par hasard. Un homme assez sulfureux, travaillait pour les services secrets hautes. Vous allez retrouver dans un entretien dans Paris Match où on lui pose la question de savoir est-ce que M. Sassou Nguesso, c'est un voleur et autres. Il dit non, 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 ce n'est pas un voleur. Mais M. Sassou Nguesso n'a pas besoin de l'argent pour lui. Il a besoin d'argent pour faire la politique. Nous y sommes. En fait, M. Sassou Nguesso a compris une chose. Il a compris ce que les Bongo et les Mobutu ont eu à faire. C'est-à-dire prendre en otage un pays, piller complètement les ressources du pays, se faire du pognon, devenir extrêmement riche pour enrichir son clan, pour corrompre les Congolais et la classe politique d'opposition, mais surtout, monsieur Perrin, pour utiliser cet argent pour faire la politique, c'est-à-dire corrompre ce qu'il estime être les parrains de notre pays, c'est-à-dire la France.
Oui, mais moi je voudrais bien qu'il fasse la politique, mais dans le même temps, non, la force abandonner, sinon politique, hein, laisser la population congolaise dans la misère telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a quand même un souci, non? Il y a un problème. mais heureusement, vous avez eu raison de m'interpeller là-dessus. C'est pas faire la politique, c'est-à-dire que se comporter en véritable. Voilà, c'est le comportement d'un dictateur. C'est un dictateur. Monsieur Sassou Nguesso n'aime pas le Congo. Monsieur Sassou Nguesso, excusez-moi, passez-moi le terme, s'en fout du Congo et des Congolais, monsieur Perrin. C'est nous qui pensons un seul instant. Raison pour laquelle vous me direz, vous m'entendrez rarement prononcer le nom de président de la République. C'est un chef de l'État. Et le Congo, c'est un État voyou. Il a fait du Congo un État voyou. Il a détruit toutes les institutions. L'État en tant que tel n'existe pas. L'État se résume à une institution qui est la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est une institution, c'est une espèce de truc pyramidal. Il est tout en haut et il est en train de tirer les ficelles. La première ficelle, il dit, je dois corrompre mes parents. Mes parents, c'est ce qu'il a fait. Par exemple, laquelle il est là depuis 25 ans, bien avant. Et à l'intérieur, il dit, je vais affamer les Congolais. Parce que, souvenez-vous de cet adage, j'affame les Congolais, je détruis l'éducation. C'est penser, hein. Ne pensez pas un seul instant que c'est quelque chose. Non, c'est penser. C'est-à-dire qu'il a lu Machiavel et il a lu tous les grands penseurs qui ont théorisé sur la manière de prendre en otage un peuple et de prendre en otage un pays. Et de cette manière-là, voilà la manière dont il est en train de fonctionner et de gouverner, en fait. Donc, nous sommes surpris et scandalisés parce qu'on transpose en nous la bonne foi. Non, nous avons en face de nous un Machiavel, un tyran, un homme qui n'aime pas le peuple et qui n'aime pas le Congo. Voilà évidemment, donc, dans la prise d'otage du peuple congolais, comme vous venez de l'expliquer d'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique un peu les réactions généralement de Thierry Bongala qui vient souvent réagir sur ce genre d'informations, alors que c'est un scandale qui concerne Denis Sassou Nguesso et en tant que personne, disons, la personnalité de Denis Sassou Nguesso, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Et qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait cette confusion où c'est le porte-parole du gouvernement qui vient souvent réagir à ce genre d'informations. Et là, on l'a encore entendu, il menace encore porter l'affaire en justice, c'est ce qu'il a toujours dit. On se rappellera, il y a un an de cela, sur les Pandora Papers, il avait tenu le même langage. Cette fois-ci, oui, il dit la même chose. Mais finalement, ils n'ont jamais porté plainte contre qui que ce soit. Est-ce que c'est comme un chien qui aboie tout le temps, la caravane passe? Ou sinon, à qui s'adresse-t-il réellement quand il parle comme ça, quand il réagit comme ça? Non, il est dans une posture de principe, monsieur Christian Perrin. Je m'explique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Lui, il est conscient. Monsieur Thierry Mungala est conscient que l'État congolais n'existe pas. L'État congolais se résume à M. Denis Sassou Nguesso. Je vais vous faire une anecdote. Lorsque je travaillais au ministère du Tourisme, j'étais conseiller à la coopération et point focal TIC au ministère du Tourisme. Et lorsque j'arrive au cabinet, bon, j'ai plus. Et c'est moi qui rédigeais les discours du ministre Kani à l'époque. Et bien entendu, j'ai ma formation ici, je suis rentré fraîchement, je rédige des discours, on a des activités, je rédige. Un jour, on m'interpelle au cabinet, on dit, mais monsieur Guy Mafimba, lorsque vous rédigez vos discours pour le ministre, il faut dire, comme a dit le président de la République, Denis Sassou Nguesso, donc il fallait répéter au moins 6 fois le nom de Denis Sassou Nguesso dans un discours. Moi, selon la volonté de Denis Sassou Nguesso. Exactement. C'est là où, quand je vous explique que le Congo se résume à Sassou, je pose la question de genre, je dis, mais nous avons notre programme à appliquer. On nous a prescrit un programme, mais on n'a plus besoin de... Il dit non, il faut répéter. On m'a fait la remarque au plein conseil des ministres. Donc, pour répondre à votre question, M. Thierry Mungala, lui, sait que quand on attaque l'homme Sassou Nguesso, on n'attaque pas Sassou Nguesso, on attaque le Congo. C'est nous qui pensons que nous voulons faire cette distinction. Donc, il est obligé de sortir
quasiment, on lui impose aussi de sortir, de faire cette sortie pour agréger en fait l'État congolais aux turpitudes d'un homme et de son clan. Et c'est à nous maintenant de comprendre que, arrêtons de penser un seul instant que le Congo existe en tant qu'État. Non, le Congo n'existe pas en tant qu'État. Le Congo peut être considéré aujourd'hui comme le Panama de Noriega à l'époque, lorsque les Américains ont décidé d'aller prendre Noriega, le foutre en prison. Le Congo fonctionne de cette manière-là. Et les dernières publications de Libé viennent le démontrer. Pourquoi? Parce que Alphonse Maboussou, je pense, est passé dernièrement, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il a expliqué le mécanisme de la manière dont Sassou a pris en otage cette histoire du pétrole congolais. Ça devient son bien à lui et il tire les ficelles pour en faire une affaire personnelle, privée, et pour les rétrocommissions et autres. Maintenant, comme c'est dévoilé, comme aujourd'hui, il y a comment on dit ça, des preuves accablantes, il faut sortir une contre-offensive pour essayer de dissocier M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas de l'autre côté, M. Denis Sassou Nguesso et les turpitudes de Lucien Ibata. Non, M. Lucien Ibata ne fait que gérer une société écran qui appartient à M. Denis Sassou Nguesso et qui permet à M. Sassou Nguesso de s'enrichir, lui et son clan, d'appauvrir les Congolais, d'endetter le Congo et d'utiliser cet argent comme un levier de lobbying et de corruption active des agents étrangers pour la conservation de son pouvoir. Oui, évidemment, au point même de corrompre parfois certains hauts fonctionnaires du Fonds monétaire international, et ça, on a des exemples là-dessus. Ça veut dire qu'il utilise tout l'argent du Congo, dont la corruption, et voilà. Alors, mais il y a aussi un autre phénomène qu'il faut peut-être ici évoquer, c'est le vol dont on parle ici. Finalement, cela a été comme établi, comme tu dirais, ça a été établi au Congo comme une valeur républicaine où on peut voler, bon voilà, on ne se gêne plus. Et tout à l'heure, on a entendu le général Joachim Yobi Opango rappeler cela. Et maintenant, on peut voler, voilà, ça ne fait rien. C'est devenu d'ailleurs, celui qui vole beaucoup, on l'appelle chez nous l'homme fort. C'est ce que j'ai semblé entendre dire. Et tout le monde acclame, tout le monde l'encense parce que, bon, lui, il vole et puis il a beaucoup d'argent. Mais bref, alors, donc, je disais au Congo, on peut voler tranquillement, sans s'inquiéter. Et c'est ce que rappelait d'ailleurs, permettez, M. Clément Mirassa, que je vais proposer d'abord un extrait où il disait, vous pouvez voler au Congo, ben, il n'y a pas de souci, il n'y aura rien. Mais c'est dès lors que vous voulez mobiliser sur le plan politique, alors là, vous avez tous les problèmes du monde. On va essayer de le suivre et on revient sur le plateau. Ce pays souffre trop. On vole, on ne fait rien. On détourne, on ne fait rien. Mais, quand vous dites, vous allez mener une action, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko rentre de Bangui, la nuit même, il a agressé à l'aéroport, il n'y a jamais eu de suite. Lorsqu'il fait sa déclaration à la présidentielle, le soir, on sort les cassetas, maintenant on ne voit plus ce que les réseaux sociaux publient sur la SNPC, sur le reste. Et il faut que les frères, les amis qui sont au gouvernement arrêtent de croire que le pouvoir, c'est écraser les autres et c'est faire des lois, votre volonté. Il y a des lois, il faut que tout le monde les... Alors voilà, vous venez donc de suivre cet élément avec moi, monsieur Guy Mafimba Motoki. Alors on se rend bien compte que finalement cette valeur, comme je le disais tout à l'heure, a été établie comme une valeur républicaine, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la présidence, puisque là c'est Sassou qui est cité là, comme détourneur de l'argent du pétrole du Congo. Vous allez dans les administrations congolaises, c'est pareil. Vous allez à la cour, c'est pareil. Et chose curieuse, dans les révélations faites par Libé, on a vu la jeunesse du PCT. Au lieu de demander l'ouverture d'une enquête pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, non, elle est passée droit, elle est montée au créneau pour dire, écoutez, tout ça c'est de la manipulation, c'est du mensonge, soutien comme d'habitude à Denis Sassou Nguesso. Que représente finalement le vol désormais au Congo-Brazzaville?
Le vol, c'est une norme de gouvernance imposée par M. Denis Sassou Nguesso dans une espèce de mécanisme machiavélique. Il s'est rendu compte que, en tirant les enseignements en fait de sa chute, que la meilleure manière de faire pour lui, c'est de discréditer un peu toute la classe politique. Tous ceux qui l'entourent alors. Tous ceux qui l'entourent, essayer de faire en sorte qu'ils vous tiennent par la barbichette, ils vous laissent voler. Parce que c'est même dangereux si tu ne voles pas. Encore une anecdote. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là? Je vous faire une dangereux anecdote. quand vous ne volez pas lorsque vous quand travaillez. Vous ne volez pas. Mais je vous dis, monsieur, j'ai vécu ça. Je quitte le ministère du Tourisme parce que j'ai démissionné. J'étais la risée dans mon quartier parce que j'ai quitté, je n'ai pas volé. J'étais à pied. J'étais la risée du quartier. Oh, mettez la vieux. À Outi Poto, à Balinga, à ministère, à Soma, à voiture, il y a la Makol. Oh, mais viens à Outi Sandegani. Regarde la chaussure, mon corps. J'étais la risée du quartier. Parce que, comme j'ai dit, on a inversé les valeurs. Donc, les anti-valeurs sont devenues des valeurs. Raison pour laquelle on ne doit pas parler de République, parce que la République a des valeurs. Or, c'est un État voyou qui n'a pas de valeurs. Lorsque le président Trump a parlé d'État comment il appelait ça, des pays de merde. Mais parce que tout simplement, pour lui, un pays qui ne se repose pas sur la loi, sur les règles, c'est un pays de merde. Nous sommes un État voyou. Donc, il faut lever le qualificatif de république. Nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes dans un État voyou. Une fois que nous avons dit cela, maintenant, il faut trouver les mécanismes pour arrêter cette lancée vers l'enfer de l'État voyou, mais organisée, pensée et méthodiquement mise en place par M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi je le dis? J'aime bien rappeler, lorsque le président Lissouba, crise de trésorerie 93, avec tout ce que je ne reviens pas sur l'histoire, on dissout l'Assemblée, il a besoin d'organiser les élections législatives. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Elf qui refuse les prêts gagés alors qu'il donnait à Sassou Nguesso. Il se retourne parce qu'elle voulait que le président Lissouba chute. Qu'est-ce qu'il va? Il va se retourner vers un autre partenaire pétrolier, Oxy. Il va avoir 150 millions de dollars pour organiser les élections et autres. Quelle a été la réaction du pouvoir d'aujourd'hui, opposition d'hier? Ils avaient parlé de la haute trahison. Il y a un dispositif. Parce qu'ils disaient qu'on avait bradé le pétrole. Effectivement, on avait vendu le pétrole, le baril de pétrole à 2 dollars. Mais l'objectif, c'était d'avoir les 150 millions de dollars et organiser les élections et payer les travailleurs que Sassou avait quasiment dans l'héritage de Sassou était catastrophique. Le pouvoir de l'époque, moi je me souviens, ici je suis en France, Sassou est monté au créneau, haute trahison. Et d'ailleurs, lorsque le président Yombi perd son âme, Mwamba perd son âme, Madame Mounari, ils ont été poursuivis avec les Mungangila Poisson, appelés à leur larme, pour haute trahison, parce qu'ils ont bradé le pétrole congolais, soi-disant. On parle de 150 millions de dollars. Mais là, on parle de presque 1 milliard de dollars, parce que M. Lucien Ibata, votre dernier invité, Alphonse Maboussou, l'a démontré la dernière fois, auprès d'un consortium des banques, il a eu à faire des prêts de presque 1 milliard de dollars. Et cet argent-là est parti où? Mais c'est de la haute trahison. Maintenant, si nous étions dans une république, mais bien entendu, le Parlement, les deux chambres allaient s'auto-saisir pour lancer une commission d'enquête sinon poursuivre M. Denis Sassou Nguesso pour haute trahison, parce que l'article 81, je n'ai pas l'intitulé avec moi, regardez dans sa propre constitution qu'il a imposée dans la forfaiture, est clair là-dessus. Lorsque les biens de l'État, lorsqu'il y a pillage avéré, il peut être poursuivi devant la haute cour de justice. Tout à fait. Personne ne le fait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans un État dont le chef de la mafia, je pèse mes mots, ce n'est pas une injure, c'est un constat, c'est un qualificatif
qui découle d'un jugement, qui découle d'une analyse. Nous sommes à la tête, M. Sassou Nguesso est à la tête d'un État voyou que lui a organisé, a pensé et est en train de méthodiquement de mettre en place. Voilà la réalité entre les faits historiques et le réel. Donc, nous sommes dans cette situation. Il n'y a plus d'État, raison pour laquelle on ne peut pas parler des valeurs. Il n'y a plus de république, on ne peut pas parler des valeurs. On peut parler d'un État avec ses anti-valeurs dont, vous avez dit tantôt, le vol est devenu une norme. Si tu ne voles pas, tu es suspect. Mais si tu voles, bien entendu, tu restes dans le giron. La pauvre en est. Vous allez voir tous les ministres qui ont volé à gauche, ils ont été remis à droite. Et volé à droite, ils ont été remis à gauche. Combien on a de cellules qui luttent contre la corruption dans notre pays? Et combien on a eu déjà des procès? On n'a eu que des procès politiques, mais on n'a jamais eu de procès pour des questions financières. Regardez ce qui se passe en RDC. Donc, le chef de cette mafia, c'est M. Sassou Nguesso. Et les déclarations, enfin, les investigations de libération viennent comme un coup de tonnerre dans le giron du pouvoir parce que pour la première fois, il est mis en cause. Raison pour laquelle je vous remercie, M. Christian Perrin, de revenir sur cette affaire parce que nous devons utiliser, je vous ai suivi tout à l'heure, Maître Nzaba aussi chez vous, qui a dit quelque chose d'intéressant. On doit cesser de décrier seulement. Nous devons aller aux actions. Si au niveau de Brazzaville, ils ont du mal pour un certain nombre de raisons, mais nous avons ici des marges de manœuvre. Certainement, on y reviendra, parce qu'en plus, nous avons la chance d'avoir des officiels français, des hommes politiques français qui sont impliqués dans cette vaste opération de corruption. Évidemment, pendant que vous en parlez, on a cité le nom de Manuel Valls, on a cité Desca, et il y a bien d'autres noms, comme quoi, finalement... Il y a un autre nom, son nom est un peu très compliqué à expliquer, le directeur de cabinet de M. Le Drian, au ministère de la Défense. Le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle encore, le directeur de cabinet de M. Le Drian, c'est-à-dire c'était l'homme clé de Le Drian. Alors finalement, on peut penser que finalement, le Congo-Brazzaville est victime d'un réseau mafieux international. À la tête, c'est Denis Sassou Nguesso avec ses amis, les membres de son clan, ses collègues, ses amis politiques, ses amis français. Hélas, M. Christian Perrin, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est qu'un dernier rebondissement. Permettez que je vous fasse un récit historique. Marien Ngouabi est assassiné en 1977. Un des acteurs, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique. Marien Ngouabi est assassiné parce qu'il avait demandé aux experts algériens de l'aider à réviser les contrats pétroliers. Assassiné. L'acteur est Denis Sassou Nguesso. En 1987, Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque, ils avaient eu le problème avec François Mitterrand, affrète ou met à la disposition de M. Denis Sassou Nguesso un cargo pour aller mater à Ouando, soi-disant une rébellion d'Onga. Il y a eu crime contre l'humanité. 97. En 93, 92, lorsque l'affaire Oxy, parce qu'on a voulu faire tomber le président Lissouba, qui commençait à avoir des velléités de diversifier les partenaires pétroliers. Qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé un coup d'État. Ça a été le premier coup d'État. Qui est acteur? El Fakiten, Denis Sassou Nguesso à l'époque, il embarque le président Kolela, Bernard Kolela, paix à son âme. 97. Le coup d'État, c'est un coup d'État de la France-Afrique. On a remis en selle Sassou avec la complicité de la France. Chirac l'a dit. Qui est l'acteur? Denis Sassou Nguesso. 2016-2015, le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral. Mais c'est Libération qui en parle. C'est les Valls qui ont réussi comme ça à mettre en minorité Hollande pour qu'il change de position, moyennant de l'argent. Ce sont les Le Drian. Libération, les investigations de Libération parlent de ce qui s'est passé en 2015-2016. Et enfin, monsieur Christian Perrin, ça risque de nous échapper. Le décès trouble de Parfait Kolela en 2021. 2021, oui.
Regardez comment s'est comportée la justice française jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez bien que lorsqu'on parle de la corruption des fonctionnaires français, ça dit que la justice, la police de l'air et des frontières, les politiques, mais c'est toute Et là, l'administration dans française. le dernier numéro de Libé, on parle même de l'aéroport. Du Bourget, les policiers de on la parle des police des frontières. policiers, on parle. Mais bien entendu, ton nom préfecture, monsieur Perrin, ton nom préfecture, moi qui vous parle, ça peut surprendre des gens. La dernière année, là, j'ai eu un mal fou à gérer mes questions administratives à la préfecture de Nanterre. J'ai dû prendre des avocats. J'ai 4 enfants en France, 4 enfants français, nés en France. Ma femme, je viens de divorcer, est française. Moi, on a refusé quand même de renouveler, parce que j'ai refusé, moi, la naturalisation, ce n'était pas mon truc. On a refusé de me renouveler mon titre de séjour. Et quand j'ai gratté, Alain Mabankou est là, il pourra vous dire comment il est intervenu. Je suis allé jusqu'au plus haut niveau, au Conseil d'État, et j'ai découvert qu'il y avait une main noire pour me mettre en difficulté. Est-ce que vous voyez l'étendue des ramifications de M. Denis Sassou Nguesso dans ce pays-ci qui est la France, de gauche, de droite, comme de l'extrême droite? Quand on pose la question de savoir pourquoi il dure à ce point, mais c'est parce que ce qu'avait dit Jean-Yves Olivier, il utilise l'argent pour faire la politique, c'est-à-dire qu'il a fait pire que faisait Bongo. L'élève Sassou a dépassé le maître Bongo dans cette corruption-là. Et Dieu merci, les ramifications qui sont en train d'être coupées aujourd'hui nous permettent de voir la lumière. Et surtout, je l'ai dit dernièrement dans des émissions, Sassou n'a pas compris une chose. Ses amis sont à la retraite. Soit ils sont morts, soit ils ne sont plus dans les sphères de décision. Les Villepin et les autres. C'est une nouvelle génération. Et surtout, la France est plurielle. Il y a des voix, il y a des oreilles qui sont plus attentives et qui estiment que si nous continuons de cette manière-là, nous allons perdre les sphères françaises en Afrique de l'Ouest. Comme on les perd en Afrique de l'Ouest, nous allons les perdre en Afrique centrale. C'est ce que nous cessons de dire aux autorités françaises ici. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus écoutés, raison pour laquelle je finis là-dessus. Ce que j'ai entendu de Maître Zamba, nous devons nous mettre ensemble pour mener des actions, pour poursuivre M. Denis Sassou Nguesso en France ici, avec ses amis français qui ont contribué au crime économique de notre pays, au crime de sang, parce que lorsqu'il y a eu... Des crimes contre l'humanité aussi. Des crimes contre l'humanité. Personne. Nous devons demander, par exemple, comment on appelle, la levée de secret défense de l'opération Pélican en 1997, lors du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso. Nous devons demander la levée du secret défense. Qu'est-ce que la France a fait pour faire en sorte qu'on puisse avoir 400 000 morts? Nous devons demander la levée du secret défense dans la gestion de la crise de 2015 et 2016 au Congo. Pendant combien de mois? 2 ans, le pool a été bombardé. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux relations entre la France et l'Afrique, et la France et le Congo? Donc, nous devons pendant ce temps, malheureusement, et pendant que vous rappelez ça, dans cette période-là, il y a eu comme un blackout médiatique. Bien entendu. On a parlé. Les médias ont été tenus à l'écart, alors que... Non seulement le blackout médiatique, mais le blackout au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autant vous voyez au niveau du Conseil des Nations Unies, on se retrouve pour parler de ce qui se passe dans l'Est du Congo, mais qu'est-ce qui bloquait toute résolution ou toute, on va dire, point à l'ordre du jour au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'on bombardait dans le pool? Qui? Déjà, ils l'ont fait en 97. Ils l'ont fait encore en 2015-2016. Et nous devons aussi nous poser la question de savoir pourquoi la justice française est restée jusqu'à aujourd'hui amorphe sur le décès trouble de Parfait Kolela. On a vu tout le... Alors, lorsqu'on recoupe, évidemment, merci Guy Mafimba Motoki, lorsqu'on recoupe toutes ces informations, ce dernier développement que vous venez de faire, parce que dans son interview accordée à André Berkoff, il a semblé parler de ce sentiment anti-français, entre guillemets, et il a
tenté de faire évidemment la nuance pour dire qu'évidemment, c'est plutôt un rejet de la politique française en Afrique. Donc, une nouvelle génération africaine qui aspire plutôt à, disons, à une nouvelle manière, à une nouvelle coopération avec la France, mais une coopération, une relation où tout le monde gagne, c'est-à-dire win-win, c'est gagnant-gagnant. Et il a semblé se passer pour un défenseur de cette nouvelle ligne. Et j'ai eu l'impression qu'il feignait en fait d'oublier qu'il est responsable dans ce sentiment naissant, bien sûr, que tout le monde appelle sentiment anti-français, parce que c'est lui, c'est à travers Denis Sassou Nguesso, Bongo, qui sais-je encore, Paul Biya, que finalement cette politique a été animée ou continue d'ailleurs, continue à être animée en Afrique. Bien sûr. Et parmi eux, je disais, parmi les derniers dinosaures de la France-Afrique, il y a Denis Sassou Nguesso. Mais là, lorsqu'on l'entend chez Berkoff, on a l'impression que lui est là à l'écart et que tout ce qui se fait là, ce sont des Français qui voilà, prennent les Africains pour je ne sais comment qualifier cela, c'est-à-dire les Africains sont sous la domination française. Alors, il se place cette fois-là du côté, il faut dire entre guillemets, des Africains, des peuples d'Afrique qui souffrent de cette domination-là. Ça aurait été au théâtre, on aurait dit, c'est une belle comédie, mais là, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, vous le dites si bien. Mais pourquoi? Parce que monsieur est dans la duplicité permanente et est dans l'imposture. Je vous ai dit tantôt, sous Sassou 1, il portait un colt, treillis, il se disait révolutionnaire, mais ses amis, c'était des Français, c'était elfes. Voilà. Monsieur Sassou Nguesso, lorsque la guerre Ukraine-Russie éclate, automatiquement, il se met dans la position de la Russie. Ce n'est pas parce qu'il est pro-russe, pas du tout. Parce que, tout simplement, un de ses créanciers, c'est Genver. C'est Genver, qui est l'ami de Poutine. Et Poutine lui met la pression. Il dit, tu ne peux pas faire autrement, mon gars. Tu dois soutenir. Il est dans la duplicité. Et lorsqu'il y a l'histoire de France CFA, c'est le même Sassou Nguesso qui crie « Ah oui, nous devons avoir notre indépendance et tout ». C'est la duplicité. Alors que c'est grâce au franc CFA qu'il est en train de s'enrichir partout et il achète des biens et il les planque. Et bien entendu, le dernier exemple de son entretien, je suis tombé des nues lorsqu'il se met à dire que oui, le sentiment anti-français, mais il est l'un de ces animateurs, évidemment, oui. Animateurs de ceux. Mais pourquoi nous autres? Moi, j'ai toujours dit aux Français, mais j'ai étudié ici, je parle français comme vous, j'ai mes enfants ici, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. Comment voulez-vous que je sois anti-français? Ça n'a pas de sens. Mais c'est la politique française en Afrique, notamment dans notre pays. Je viens de vous citer 4 repères historiques. Le bilan est catastrophique. La complicité de la France dans les crimes contre l'humanité, dans les crimes de sang, dans les crimes économiques et financiers. Voilà. Donc, c'est lui l'animateur. C'est lui. Mais en fait, lorsque vous l'écoutez très bien, avec une voix assez inaudible, pâteuse et tout, M. Sassou Nguesso est en train de se rappeler du bon souvenir à ses amis. Attention, les gars, ne me lâchez pas. Je reste quand même votre ami. Mais il oublie qu'il n'y a plus Chirac. Macron, c'est son petit-fils. Macron, c'est son petit-fils. Macron veut laisser une histoire. Il veut laisser une trace dans l'histoire de la France. Et Darmanin, qui est au ministère de l'Intérieur, ou M. le maire, demain, dans 4 ans, ils seront candidats. Mais ils ne peuvent plus s'afficher avec un monsieur qui traîne autant de boulets. Voilà le paramètre que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas intégré. Raison pour laquelle il est parti prendre un vieux de la vieille qui s'appelle Berkoff pour lui dérouler un tapis rouge. Ah, il est beau, il est gentil, il est sage et tout. Mais c'est fini, ces choses-là. Il y a une nouvelle génération qui a un autre paradigme qui exige... Évidemment, merci. Alors, le sujet, il est tellement passionnant, sinon on ne va pas terminer. Et puis, bon, il y a le temps aussi qui nous a été imparti est pratiquement à la fin. Il faut qu'on aborde les 2 dernières questions. Un autre jour, on reviendra sur le même sujet parce que finalement, on n'a même pas épuisé le quart même du sujet qu'on avait prévu. Alors, on va passer donc à un autre volet. C'est celui, bien entendu, mais ce sera une question et puis bon, on va conclure.
C'est sur l'annonce faite par Monsieur Zéphira Mboulou et dont, avec tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, voilà dans quel contexte Monsieur Mboulou apparaît, je sais pas, un soir ou un matin à la télé pour dire ben voilà, désormais, tous ceux qui ne porteront pas leur carte d'identité au-delà de 21 heures, au Congo-Brazzaville, bien entendu, seront considérés comme les délinquants et ils seront arrêtés. Bon, après, ils ne donnent pas les détails, vous êtes arrêtés, après, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les amendes? Comment ça se passe? Bref, tout ça, ben, on laisse l'arbitraire, évidemment, régner. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce discours qu'il tenait, en fait, en face des chefs de quartier, parce que ce n'était pas un discours officiel, curieusement, ce n'était pas un discours officiel, il tenait, c'était, je crois, à l'occasion d'une réunion de travail avec les chefs de quartier. Et j'ai cru entendre que le passeport, et c'est ce qu'il a semblé démontrer, il a même mis en doute la légalité du passeport. Pour lui, le passeport, il dit même le passeport, tout le monde peut l'avoir, mais je parle de la carte d'identité. Curieux, non? Celui qui sort au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Chacun aura sa pièce d'identité. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. Chacun aura, celui qui veut se balader, aller en boîte, il n'a qu'à avoir sa carte d'identité ou son passeport, et particulièrement sa carte d'identité. Le passeport, tout le monde peut l'avoir. Mais enfin, la carte nationale d'identité. Pour les Congolais, pour les étrangers, bon, ils auront leur titre de séjour. Cela sera instauré. Curieux, non? Pour un ministre de l'Intérieur. D'abord, la requalification de ce délit, délinquant, il se le permet comme ça, mais en plus, il met désormais en doute le passeport. Monsieur Christian Perrin, c'est curieux, mais c'est pensé. Il faudrait qu'on intègre ça. Tout ce que pose comme acte Sassou et ses hommes, c'est pensé dans les laboratoires. Ils veulent toujours être en avance, avoir un coup d'avance. N'oubliez pas que M. Mboulou, c'est un peu le gardien du temple sassouiste. Un coup, il est avec telle écurie, un autre coup, il est avec telle écurie. De quoi il s'agit? Nous sommes dans une ambiance de fin de règne qui ne dit pas son nom au Congo-Brazzaville. Et M. Sassou Nguesso a ouvert au moins 4 ou 5 fronts. Le premier front, c'est en interne, les fameuses écuries, qui constatent que l'homme, le lion n'a plus de dons. Et donc, chacun est en train d'accélérer son agenda. On a vu Castanou qui est parti chez Kagame là-bas. C'était là encensé Kagame, voilà. Oui. Encensé Kagame, je crois que c'est sur instruction de son ami Christelle Sassou Nguesso. Il est parti tellement loin qu'il s'est fait... bon, donc il y a une accélération. On a vu Jean-Dominique Okemba aussi qui a fait son scénario. On a vu Bouya et autres. Premier front. Deuxième front, le front est social. Parce qu'aujourd'hui, avec les difficultés qu'il a avec Paris et autres, on se rend compte qu'il n'aura pas les facilités de crédit du FMI et autres. Donc, le front social va s'accélérer. Il y aura des grèves partout. Troisième front, c'est notre front de l'opposition. Nous sommes en train de taper des coups de boutoir qui sont en train de bousculer énormément. Et le quatrième front, qui est le plus important aussi, c'est le front régional. Il y a des tensions graves avec la RDC, des tensions avec le Gabon et voire avec l'Angola. Alors, dans cette ambiance-là, ces gens voient les coups d'État partout. Ils voient des coups d'État partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est le gardien du temple, il se dit, ça peut partir de partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà créer un climat de peur. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à la GMNR. On dit, voilà, maintenant là, c'est la police dans la rue. Et quelle police? Des voyous, des bandits. Et secondo, il y a aussi possibilité à travers ça de faire en sorte que la grande communauté de la RDC, ces gens n'ont pas de papier. Déjà, là-bas, ils n'ont pas de papier. Et comme lui, il est en train de déstabiliser, le régime est en train de déstabiliser la RDC, mais ils se disent,
Fatih ne va pas rester à vous regarder. Lui aussi, il va tenter de vous déstabiliser. Or, il y a une forte communauté de la des amis de la RDC, des frères de la RDC à Brazzaville oui, et à Pointe-Noire. Donc, est-ce que cette mesure-là ne vise pas là, les amis de la RDC pour les faire partir et essayer de créer comme ça un vide? On ne sait jamais avec cette communauté. Et il y a aussi le côté des Hutus rwandais. Il y a au moins plus de, je ne sais pas combien, 20 000 réfugiés. Et comme à un moment, avec le HR, il y avait un souci, on ne voulait pas leur reconnaître leur statut, donc ils sont un peu dans une espèce de vide juridique. Ils n'ont pas la nationalité congolaise et ils ne sont pas réfugiés. Mais ces amis-là, Kagame est capable, dans une espèce de cynisme, de vider aussi, parce que Kagame est en train de s'installer, mais progressivement, à travers ses réseaux à Brazzaville. Donc, nous sommes dans une bonne ambiance de front de règne et avec 4 fronts. Et bien entendu, M. Moulou, je ne peux pas vous dire pour quelle raison, pour quelle écurie il est, mais je pense qu'il est en train de se dire, moi, je reste avec Denis Sassou Nguesso parce que j'estime qu'il peut aller jusqu'en 2026. On met un coup de pied dans la fourmilière. Ceux qui vont commencer à bouger, ça veut dire qu'ils ont des agendas cachés. Je vois ça de cette manière-là. Mais surtout que, évidemment, dans la même période, il y a eu la déclaration, je crois, d'un dépôt d'armes et de munitions à Imfondo, et c'était la panique générale. Voilà. On a eu l'impression que Brazzaville est en train de s'embraser parce qu'il y a eu tellement trop d'événements qui se sont succédés avec, bien entendu, cette déclaration. On commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Il y a eu l'incendie du dépôt d'armes. Et c'est surprenant de constater que Imfondo, qui est à je ne sais pas combien de kilomètres de Brazzaville, qu'il y ait autant d'armes qui entreposées. Et quand on sait aujourd'hui plus ou moins la colère des populations de la Likwala, et quand on sait que beaucoup d'officiers de la Likwala aujourd'hui ne se reconnaissent pas, ne se retrouvent pas dans cette histoire de Sassou Nguesso, dont ils ont été l'un, sinon parmi les plus grands contributeurs en termes d'efforts de guerre, entre guillemets, je peux comprendre que, comme j'ai dit, il faut créer le climat de peur. Mais entre-temps, on a parlé aussi des vols d'armes à Okoyo, voilà, on crée un climat de peur et on suscite des vrais faux coups d'État. Mais tout est-il que, parmi les 4 fronts qui sont ouverts là, croyez-moi, chacun de nous pense le nôtre aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arrêter l'État voyou. Il faut arrêter l'État voyou. Moi, j'ai toujours dit, ou on trouve un compromis politique historique, je l'ai dit dans mon message de vœux, où l'État voyou doit être arrêté de toutes les manières parce que l'enfer est devant nous. Et nous sommes là en enfer, quasiment. Lorsqu'on vous parle de 5 du prix du carburant qui va augmenter, là, je viens d'apprendre que la raffinerie sera HS pendant 3 semaines. Imaginez le coût du carburant, la raffinerie, donc rareté du carburant et les effets d'enchaînement dans toute une économie. Donc, les mois et les semaines qui viennent dans notre pays risquent d'être compliqués. Et on estime, c'est mon dernier mot, que cette synergie, ce que j'ai appelé la convergence des luttes, des colères et des frustrations, devrait se faire dans une dynamique pour qu'on puisse sauver le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut sauver le pays parce que M. Denis Sassou Nguesso a montré ses limites et il ne peut plus rien, en tout cas, faire espérer aux Congolais. Voilà, c'est par là que nous mettons donc fin à cette émission. Il faut donc sauver le Congo. Il est question de sauver un peuple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Guy Mafima Motoki. Je rappelle que vous êtes représentant de la Fédération IDC-FOCAD et composante J3M en France. Merci d'avoir disposé vraiment tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de liker, n'oubliez pas de partager et cela nous permet évidemment de renforcer ou d'améliorer notre référencement. C'est de cette manière que vous allez évidemment nous aider, c'est de cette manière que vous allez contribuer à ce travail d'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Merci.